Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes bien sûr en direct dans le cadre d'un programme spécial. Vous suivez cette conférence de presse organisée par le docteur Marcel Guitopoulou, président du Congrès du Peuple. Une conférence de presse exceptionnelle, il faut quand même le dire, puisque nous serons en duplex avec Brazzaville. L'actualité congolaise est dense. L'homme qui milite depuis plusieurs années dans le cadre de l'opposition congolaise voudrait s'adresser à l'opinion nationale et internationale afin de lui dire, en cette fin d'année, le constat qui est le sien et surtout, sans doute, les propositions qu'il aurait pour le Congo à partir de 2023. Toujours est-il, c'est une occasion pour moi de pouvoir relayer ce programme, non pas seulement sur Ziana TV, mais aussi sur News Africa 24, puisque je ne suis pas tout seul, je serai donc sur ce plateau physique ici à Paris, accompagné par Jean-Célestin Etan. Merci, Cyr. Merci au président et merci à tous ceux qui nous suivent actuellement. Voilà, merci à vous aussi donc, mesdames, messieurs. Vous savez que nous serons donc en direct de Brazza. Je pense qu'au niveau de la régie, on peut déjà voir comment Brazza est positionné en ce moment, puisqu'ils vont nous recevoir à Brazza. Tout à l'heure, nous aurons donc Patrick Sébastien, qui est le patron du journal La Griffe, qui, lui, tout à l'heure, va présenter les confrères qui sont autour de lui dans le cadre de ce programme spécial. Donc, mesdames, messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet. D'abord, j'aimerais saluer le docteur Marcel Guitopoulou. Bonjour. Bonjour. Merci une fois de plus, docteur, d'avoir pris le temps de vous adresser à l'opinion nationale et internationale. Alors déjà, on va peut-être commencer par les amabilités. Comment allez-vous? Écoutez, monsieur Sirmakosso, je vais très bien et le plaisir est pour moi de pouvoir à la fois m'exprimer devant vous et toute la flopée des collègues journalistes à vous qui sont dans le Congo intramuros, mais aussi et surtout porter ma parole en direction du peuple congolais. Voilà, une parole sans doute qui sera entendue. Et juste pour dire, mesdames, messieurs, c'est une conférence exceptionnelle puisque jusqu'à maintenant, nous qui sommes habitués à ce type de programme, on n'a pas encore animé une conférence en duplex entre Brazzaville et Paris. On va maintenant vous écouter, docteur Marcel Guitopoulou, pour votre mot liminaire en entendant que nous allions du côté de Brazzaville. Merci beaucoup. Je veux saluer le peuple congolais pour ceux qui prennent le temps de suivre cette conférence de presse. Je veux également leur demander de garder espoir malgré toutes les difficultés, les peines qu'ils endurent dans le pays. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis devant eux cet après-midi. Gérer un pays, c'est comme gérer une famille sur laquelle le chef veille avec empathie, mais aussi de la fermeté et de la bienveillance. Il en va de la respectabilité de cette famille, mais également de sa notoriété à l'extérieur. C'est ainsi dire que le chef de famille doit pouvoir briller d'abord par l'exemple, et il doit aussi être le phare qui guide avec cohésion l'ensemble des membres de la famille. Eh bien, voyez-vous, le Congo est une grande famille. Et malheureusement, une famille, comme on les appelle, en crise d'autorité. Cette crise d'autorité que nous traînons depuis plusieurs années a fini subrepticement par créer un État anarchique. On peut aller à l'extrême, clanique, qui est comparable à une sorte d'hydre à plusieurs têtes, dont le corollaire est justement la survenue d'une mosaïque de crise, une mosaïque de crise dans laquelle le Congo a du mal à s'en sortir.
Vous allez certainement me demander quel type de crise. Cette crise multiforme est essentiellement liée à la politique. À l'indépendance, nous avions opté pour un multipartisme et puis secondairement, au gré de l'évolution de l'ère révolutionnaire, nous avons reculé au monopartisme jusqu'à la conférence nationale souveraine des années 90 pour repartir dans un monopartisme et puis finalement habiller ce multipartisme d'une peau d'agneau, mais en vérité nous sommes retombés dans un régime à parti unique. Et cette crise politique se matérialise de deux façons. La première façon, c'est tout est à moi parce que je suis majoritaire dans le pays et rien pour les autres. Et cela se voit dans la manière dont les échéances électorales qui rythment la vie démocratique d'un État se font. Cela se voit également dans l'expression qui est réservée à la portion congrue de ce qu'on appelle l'opposition, dans l'ambiance politique congolaise. Et le deuxième visage de cette crise politique, c'est bien entendu la sempiternelle question des arrestations arbitraires et des emprisonnements d'hommes politiques, aujourd'hui, dont le plus célèbre est le général Jean-Marie Michel Moukoko, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et de respect, et pour qui je demande, mais franchement, et très honnêtement, l'élargissement, parce que rien ne justifie que ce monsieur puisse passer 5 ans en prison. Et pour quelle raison? D'autant que les faits qui peuvent lui être reprochés, on peut également les reprocher à d'autres. Nous connaissons tous l'histoire de notre pays, on ne va pas y revenir. Et cette crise politique nécessite que les rapports de force dans le pays puissent changer, puisque l'obtention d'un dialogue politique dans le pays est quelque chose d'impossible. Eh bien, la seule chose, c'est que les forces vives du pays, qui militent pour un changement, pour une alternative, puissent enfin faire preuve non seulement de réalisme, mais aussi d'activisme pour qu'ensemble, nous puissions construire l'alternative de demain. En dehors de la crise politique, le pays aujourd'hui est sous perfusion du Fonds monétaire international, ce qui nous amène de pieds joints sur la crise économique qui sévit dans le pays. Mais elle n'est pas d'aujourd'hui, cette crise économique. D'autant que depuis 40 ans, le même régime a toujours gouverné dans la crise économique. On se rappelle des années 90, où le pays a déjà été sous perfusion du Fonds monétaire international, avec tout un corollaire de mesures corrosives du PAS qui ont fini par émietter le pouvoir d'achat des Congolais. On se rappellera également que dans les années 2010, nous avons pu obtenir de la communauté financière internationale la possibilité de retrouver un levier économique avec l'initiative PPTE. Mais malheureusement, les problèmes cruciaux
de la gestion de la finance publique dans le pays ont fait que le pays puisse retomber dans les mêmes travers de la dette. Aujourd'hui, même si avec le Fonds monétaire international, les négociations vont bon train, c'est une bonne chose puisque finalement, c'est les Congolais qui en profitent. Mais il est temps que le pays puisse se retrouver avec lui-même pour regarder en face, faire l'introspection des causes de ces crises économiques, de façon à y remédier de manière définitive. Bien évidemment, l'une des causes essentielles, c'est la circulation illégale des finances publiques entre les mains d'individus qui constituent la haute sphère politique des autorités publiques. Ces transferts de fonds que l'on peut considérer comme illégaux entre l'économie congolaise et les comptes détenus par les dignitaires du système à l'extérieur, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des enquêtes internationales qui nous révèlent toutes ces malversations. Ces transferts de fonds, disais-je, ont fini par assécher le trésor public. Et ma surprise est grande de constater que malgré toutes ces flopées d'enquêtes internationales, que le gouvernement de la République ou le Parlement de la République n'ait pas plus l'initiative de pouvoir entendre toutes les personnalités qui ont été citées dans ces affaires de façon à éclairer l'opinion publique. Si elles sont lavées de tout soupçon, elles sont lavées. Si elles ne le sont pas, elles sont condamnables, elles seront condamnées. Et c'est là le problème. Tant qu'il y a malheureusement cette mémole dans la gestion de l'État, le sacre de l'impunité, on ne pourra jamais en sortir. C'est l'affiche déjà. Il est temps pour que les Congolais se rendent compte de ce que cette pratique n'est qu'un véritable mensonge pour couvrir tous les détournements auxquels se livrent les autorités publiques. Dernièrement, c'est avec beaucoup de douleur et de souffrance que je suivais l'une des éminentes personnalités mises régulièrement en cause dans ce genre de transfert financier, nous dire, vêtu de peau d'agneau, on peut même donner un satisfecit, un blanc-seing, que si l'on ne fait garde, les financements congolais, malheureusement, ne nous reviendront plus, ils passeront entre les mains d'autres pays parce que nous n'avons pas amélioré le climat des affaires. Mais ce climat des affaires, il dépend de quoi? Il dépend de la qualité de l'État que nous avons. Si nous sommes un État de droit, évidemment, les investisseurs n'auront pas peur de venir parce que leurs investissements seront garantis. Mais si nous sommes dans un État moyenâgeux, géré à l'image, qu'elle avait dit, d'une épicerie familiale, il est évident que les investisseurs ne viendront pas pour payer 10, 15, 20%, 40%, distribuer des parts à celles des autorités qui voudront bien s'imposer dans leurs affaires. Il y a donc
effort substantiel à réaliser, à opérer dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Quelqu'un a dit, mais dans ce pays où nous sommes tous une famille, parce que nous sommes des frères, parce que nous sommes des sœurs, comment voulez-vous que l'on puisse lever le glaive pour punir? Mais c'est une faute politique. Je suis désolé. Même dans une famille, quand il y a des problèmes, on ne met pas le couvert. On finit par poser le problème sur la table et sanctionner s'il le faut. Évidemment, je me suis étendu sur la crise financière, la crise économique, parce que c'est le nerf de la guerre. Je n'oublie pas le gros mensonge d'État qu'on nous a livré tambour battant. Le Congo a fait des efforts substantiels pour prémunir de la difficulté les générations futures, en ayant épargné la bagatelle somme de 14 000 milliards de francs CFA. Malheureusement, aujourd'hui, plus personne n'en parle. Et pour cause, les 14 000 milliards ont disparu. Circuler, il n'y a rien à voir, aucune explication. Moi, j'exige qu'on puisse nous dire où sont passés les 14 000 milliards. Si, par acquis de conscience, le système qui nous gouverne aujourd'hui, avec plein de conflits d'intérêts, prenait l'initiative volontaire de ramener ce pactole dans le pays, on n'aurait pas besoin du Fonds monétaire international. On en sortirait. Et ça ne serait que du positif à leur actif. Et malheureusement, même dans la difficulté, même dans la douleur, j'ai l'impression qu'on continue de sucer le pays jusqu'à la moelle. La crise, elle est sociale. Quand vous allez dans nos hôpitaux, dans nos centres de santé, la première des choses qu'on vous demande, c'est l'argent. J'en parle avec larmoiement, sans mettre mon intimité à la disposition de tout le peuple congolais, larmoiement parce que cette année, j'ai perdu une personne qui m'est très chère dans une des cliniques de grande renommée dans le pays, qui n'a pu disposer de soins ni d'une visite du médecin. Pour cause, elle est arrivée nuitamment à la clinique et comme elle n'avait pas d'argent sur elle, personne n'a jeté un regard sur sa pathologie. 12 heures après son admission à la clinique, elle est décédée. Quel drame, à la fleur de l'âge. J'en parle parce que j'aimerais exprimer la douleur de beaucoup d'entre nous qui ont connu la même situation, parce que c'est devenu monnaie courante, du fait à la fois du manque d'éthique, à la fois du manque de professionnalisme, mais aussi du fait de la part d'argent et le sacre du règne de l'argent roi. Comment voulez-vous que le pays aille de l'avant et change si seulement nous prenons en bas le mauvais exemple de prévarication et de prédation du sommet? Il nous faut changer de cap. Si le regard du sommet est condescendant sur nous, eh bien, à nous de pouvoir prendre les responsabilités de réguler la société. Et chaque Congolais devait faire attention dans ce qui est de l'ordre des antivaleurs.
qui le mine. La crise, elle est également sécuritaire. Aujourd'hui, il y a la sécurité des biens et des personnes qui est mise à mal, parfois même par des agents de la force publique qui sont chargés de l'ordre dans la société, qui s'érigent eux-mêmes en véritables prédateurs et qui assènent des coups mortels à l'ensemble de la population. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impunité qui règne dans ce pays, alors que de nombreuses familles sont exposées à cette violence policière, des exécutions sommaires pour lesquelles la justice ne passe pas. Et récemment, il a été mis en évidence et en exergue des dérapages d'une frange de policiers ripoux. Où en sommes-nous? La crise sécuritaire touche également le domaine alimentaire. Un pays, malheureusement, qui ne vit que grâce aux importations des denrées de première nécessité. Un pays qui ne produit pas. Et comme le disait quelqu'un, un peuple qui ne mange pas ce qu'il produit, malheureusement, c'est un peuple qui est voué à disparaître. Et c'est là l'intérêt de la réflexion à laquelle je convie les autorités publiques, et ce n'est pas la première fois qu'on le fait, malheureusement, les promesses restent des promesses. Vous savez, moi aussi j'aime manger les safous. Oh, Kwanga, j'aime bien. Mais pourquoi nous n'en produisons que très peu? Et pourquoi faut-il attendre que nous puissions les importer ou du Cameroun ou de la RDC, alors que nous avons des millions d'hectares de terres arables dont à peine 10% sont exploités? On nous parle d'agriculture, priorité des priorités, ça fait 40 ans. Qu'avons-nous fait? On nous relance sur la mécanisation de l'agriculture. Cette agriculture, il faut la repenser différemment. Il faut tenir compte des conditions actuelles de la mondialisation, de l'évolution du monde, pour rendre une autonomie alimentaire à nos populations. Est-ce que nous avons besoin d'intrants? Si nous avons besoin d'intrants, ce n'est pas ce qui manque. Dans la région de Makola, nous avons la potasse qui peut nous permettre de disposer d'engrais. Et pourquoi on ne se lance pas dans une opération de grand charme dans cette direction? C'est une question de choix. Bien évidemment, les choix les plus aisés, ce sont les choix qui rapportent de la finance dissimulée pour les comptes planqués à l'extérieur. Mais j'aimerais qu'on revienne sur le fondamental, que l'on pense d'abord peuple, que l'on pense d'abord pays, et que l'on se dise, ce pays, nous n'avons pas le droit de le laisser détruit entre les mains des générations qui viendront après nous. La crise, elle est également dans la gouvernance, parce que cette gouvernance doit tenir compte de l'état réel du pays, le choix des investissements, qui ne doivent pas être des investissements simplement de prestige ou des investissements à fond perdu, parce que se résumant en éléphant blanc, mais ils doivent être des investissements productifs. Productifs parce que nous avons besoin
de pouvoir changer notre modèle économique, qui est aujourd'hui essentiellement basé sur le système hollandais. Sans rien produire, nous comptons sur l'exploitation pétrolière, et malheureusement celle-ci étant assujettie aux fluctuations du marché international sur ce produit d'exportation, et nous en subissons les contre-coups. Donc, il faut changer de modèle. Il faut diversifier notre économie. Nous avons du bois à foison, bien évidemment, il faut industrialiser. On ne va pas le vendre brut, il faut le transformer. Aujourd'hui, le papier est assez recherché dans le monde et nous pouvons faire de la pâte à papier avec notre bois dans le pays. Aujourd'hui, les Congolais attendent que la crise financière, qui est le corollaire des événements politiques qui ont cours dans le monde aujourd'hui, notamment la guerre russo-ukrainienne, mais également corollaire et conséquence de ce qu'a été la pandémie, les Congolais attendent que l'inflation après laquelle le pays court puisse être jugulée. Et pour la juguler, il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises. Nous arrivons en fin d'année, les familles sont démunies, les retraités ne sont pas régulièrement payés, les salaires connaissent des problèmes, les étudiants sont laissés sur le carreau. Comment faire? Est-ce que le gouvernement aura le courage de prendre une décision exceptionnelle, au moins pour cette année, comme on le fait sous d'autres cieux, de donner un chèque alimentaire aux citoyens pour leur permettre de passer au moins joyeusement les fêtes? Après donc ce tour d'horizon, chers amis, je vais me soumettre à votre flot de questions pour pouvoir éclairer davantage l'ensemble des compatriotes, à la fois congolais, africains, et bien sûr certains amis d'autres contrées du monde qui nous suivent en direct. Je vous remercie. Voilà, merci docteur Martial Ngitoukoulou. On a bien compris que vous êtes prêt puisque vous parlez de feu, mais le feu va venir de Brazzaville puisque nous allons maintenant à Brazza déjà voir les confrères qui sont installés et donc saluer déjà Sébastien Patrick qui est donc le patron du journal La Griffe à Brazza. Bonjour Sébastien. Voilà, Sébastien, est-ce que on vous entend pas, Sébastien? On a juste un problème de son. Au niveau côté de Brazza, on n'a pas de retour, on n'a pas de son. Brazza, on n'a pas de son. Et restez connectés, mesdames, messieurs, restez connectés. Nous allons donc, en attendant qu'on récupère le son de Brazza, ben, Jean-Célestin va rentrer dans la danse. Oui, alors le président a énuméré un certain nombre de thématiques, en fait, durant son propos liminaire. Il a parlé de l'état de droit, il a parlé des libertés publiques, il a parlé de la sécurité, de la bonne gouvernance, il a parlé de la vie économique, sociale, culturelle, il a parlé du partenariat public-privé et il a donné aussi son sentiment sur l'état global, en fait, l'état général du pays, ce pays qu'il chérit tant et dont il voudrait que chacun, chacune puisse en fait ressentir les bienfaits de ce que le pays a de plus cher. Avant peut-être d'aller à Brazza, moi, je voudrais juste demander au président de tout ce qu'il a dit. On a l'impression que bon, la dimension internationale a été un peu laissée de côté, mais c'est pour qu'on y revienne de plein pied tout à l'heure. Restons sur l'état de droit et les libertés publiques. Vous avez parlé de la situation
de M. Mokoko, vous avez parlé de la situation d'un certain nombre de personnalités qui sont détenues. Et donc, vous demandez à corps et à cri, vraiment qu'on puisse du moins élargir, sinon la libérer. Qu'est-ce qui peut expliquer, à votre avis, que plus de 60 ans après l'indépendance, un pays comme le Congo, aujourd'hui, continue encore à avoir des problèmes d'état de droit et de liberté publique? Je disais tout à l'heure que la gestion d'un pays, c'est comme la gestion d'une famille. Et dans une famille, les problèmes ne manquent pas. Quand il y a des problèmes, on les met sur la table, on s'explique, mais on n'est pas obligé d'enfermer son fils ou son épouse dans une chambre comme une punition pendant 10 jours. En politique, c'est pareil. Qu'on nous dise ce qu'on reproche aux uns et aux autres, on le comprendrait. Tout dernièrement, il y a un autre opposant qui a été arrêté et libéré. Libéré, on ne sait pas pourquoi il est arrêté. On ne sait pas dans quelles conditions il est libéré. Ce n'est pas l'état de droit. Mais je pense que c'est un comportement qui est inhérent à la stature, malheureusement déplorable, de certaines autorités qui sont à la tête de nos États et de mon pays, qui pensent que il faut se faire président. Non, on est président parce qu'on a la légitimité, parce qu'on est élu en toute transparence. On ne se fait pas président parce que sinon, on est obligé de passer par des artifices pour pouvoir s'imposer, s'implanter, durer et transformer la gestion du pays en une gestion d'un État néopatrimonial qui s'entoure de courtisans que l'on paye à coups de corruption passive, détournée, il n'y a pas de sanction, alors que le pays attend du chef de famille la fermeté nécessaire, l'exemple nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Donc c'est une régression que de priver les uns ou les autres de liberté. De toutes les façons, quoi qu'on fasse, si changement il y aura, il interviendra. Et le peuple en a tellement envie maintenant que les choses, malheureusement pour certains, vont s'accélérer. Vous savez, il me vient à l'exemple pour expliquer le comportement de nos gouvernants, l'exemple du président Mujica de l'Uruguay. C'est un bonhomme, un bon vieillard, mais encore dynamique, qui a gouverné l'Uruguay en restant dans sa simplicité. Il vivait chez lui, sans bien sûr demander à l'État uruguayen de louer sa maison. Ça, en Afrique, on le sait, comment ça se passe. Il prenait son café avec son épouse sans avoir besoin de personne de maison. Il vivait en immersion avec le peuple uruguayen en allant faire le salongo, le retroussant les manches avec ses concitoyens. C'est un exemple louable et c'est ce que j'attends de mon pays. On ne peut pas être en immersion avec son peuple et rouler encadré de bétaires, un devant, un derrière, deux sur le côté. Nous avons connu Marien Ngouabi qui faisait son footing matinalement et ça nous faisait plaisir. J'étais tout jeune étudiant à l'époque, même pas jeune élève, et j'étais content et fier de voir mon président arpenter les mêmes ruelles que moi, venir au lycée, nous faire des cours de physique et se rendre compte de la réalité de l'éducation qui était donnée à la classe administrative de demain, à la classe politique de demain qui était en formation. Et vous ? Donc, il faut qu'on revoie un peu notre rapport à la politique. Il ne doit pas être un rapport pathologique.
il doit être un rapport de compromis et non de compromission. Voilà. Alors, docteur Nkikou, on va aller maintenant du côté de Brazza. Maintenant, Sébastien Patrick, est-ce que vous nous entendez? Oui, nous vous entendons, oui. Voilà, merci Sébastien Patrick. Alors, merci d'être là. J'aimerais juste que vous présentiez les confrères qui sont avec vous avant qu'ils n'interviennent, s'il vous plaît. Donc, je vais demander à tous les confrères qui sont ici de se présenter. Je préfère que ce soit comme ça au lieu que en posant des questions, ils vont se présenter. Ils se présentent, ils présentent l'organe et puis ils posent. D'accord, voilà. Maintenant, le docteur Massing Nkikou est maintenant disponible. Hein. Si vous voulez, pour ceux qui sont à Brazza, vous pouvez maintenant intervenir. Je vais lancer les hostilités. J'ai deux préoccupations, le président. Vous avez parlé du Congo qui a pris le recul. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît? On vous entend un peu de loin. Merci. Ça va? J'ai deux préoccupations, je disais. Le président a parlé du recul qu'a pris le... Vous m'entendez pas là? Voilà, en attendant qu'on puisse régler, on va rester sur Brazza. Juste demander à la régie de rester sur Brazza. Voilà, vous pouvez nous dire exactement, est-ce que vous nous entendez maintenant? Oui, nous vous entendons. Nous vous entendons. Voilà, essayez juste de monter un peu la voix, on vous entend. On a du mal à vous capter ici à Paris. Vous m'entendez là? C'est mieux. Là, c'est mieux. C'est mieux. J'ai deux préoccupations, je disais. Président, vous avez parlé du Congo qui a pris du recul dans sa vie sociale, à qui incombe la responsabilité. La deuxième préoccupation, Monsieur le Président, votre parti date de longtemps. Ben, nous ne voyons pas de candidat du Congrès du peuple aux différentes élections organisées dans ce pays. Merci. C'est le journal La Griffe, Sébastien Patrick Débat. Monsieur Débat, je vous remercie de votre question, enfin de vos deux questions, de votre intervention. La première, je ne suis pas de ceux qui vont user de la langue de bois. Oui, sur le plan social, les choses ne vont pas. Première responsabilité, elle est étatique. Parce qu'il y a dissolution de l'autorité de l'État. Les directives ne trouvent plus exécution en bas, dans les administrations, puisqu'on a fini par ériger ces administrations en de petites présidences parallèles, qui décident selon leur bon vouloir et leur bon gré. Malheureusement, et je ne peux pas le cacher, il faut que je le dise aussi au peuple congolais, que le deuxième responsable, c'est nous-mêmes. Lorsque nous brillons par des antivaleurs, comme la corruption. J'ai mon fils qui va passer le bac, je vais aller corrompre le proviseur. Je ne sais si je rends service à mon fils ou je rends service à la poche du proviseur. Mais en tout cas, certainement pas au pays parce qu'on va former un cadre au rabais. Lorsque j'ai parlé de la malheureuse expérience que j'ai vécue cette année 2022 avec la perte de ma sœur, mais vous touchez du doigt le fond de l'immoralité. Je ne suis pas né pendant la colonisation, je ne suis pas non plus en train d'appeler à la recolonisation, mais en tout cas, ce que je constate, c'est que malgré tout ce que le colon nous a fait endurer, il nous a laissé une éducation en bonne forme, il nous a laissé un système sanitaire en excellente forme,
il nous a laissé des infrastructures en excellente forme. Il nous a laissé un trésor public avec une très bonne compétence, une bonne réputation, puisque quand les présidents de l'époque voyageaient, ce n'était pas la circulation des billets dans les malles, c'était un jeu d'écriture. Et ils ramenaient au trésor public ce qui constituait un excédent dans les fonds qui leur étaient alloués. Nous avons tout cassé parce que nous n'avons pas tout suggéré. Et parce que malheureusement, ce pays, je ne sais si nous l'aimons, ou plutôt, nous sommes accros à tout ce qui nous a servi sur un plateau, en argent ou en or. La notoriété, la toute-puissance. Probablement que c'est ceci qui nous rend malades et qui fait que nous ayons dérapé et dérivé. Mais il est temps que les Congolais réalisent un véritable aggiornamento dans le cadre de ce qu'on considère comme anti-valeurs, qu'ils fassent leur révolution mentale pour permettre au pays de faire un pas vers le changement. Il y avait un deuxième volet de sa question, Dr Ngetukulu, donc qui consistait à savoir pourquoi vous ne participez pas à la vie politique locale, c'est-à-dire aux élections, qu'elles soient législatives ou municipales, peut-être présidentielles. La réponse, elle est toute simple. Pour nous, tout ça, c'est du passé. Nous avons un regard plutôt dirigé vers l'avant. Pourquoi c'est du passé? Quand on voit l'organisation non transparente de ces élections, et les élections dans lesquelles les élus sont connus d'avance, pourquoi voulez-vous qu'on s'y intéresse? Nous, ce que nous recherchons, c'est mobiliser la population, conscientiser les citoyens, les remettre au travail pour enfin basculer le rapport de force entre les prédateurs et les citoyens qui sont malheureusement piétinés, pour que enfin un véritable changement, une ère de bonne espérance puisse voir le jour dans notre pays. Et donc, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est quasi un engagement que nous prenons pour dire, oui, nous allons lutter la main dans la main avec tous ceux qui le veulent et tous ceux qui le voudront et tous ceux qui pensent que ce pays doit changer pour enfin arrimer le Congo sous le concert des nations en développement, sous le concert des nations en voie de démocratisation, sous les concerts des nations qui ont un état de droit. Nous restons toujours à Brazzaville. Sébastien Patrick, la balle est de votre côté. Merci, c'est Armel Christian Zingamyoko de DRTV Brazzaville. Vous avez dépeint le tableau actuel du pays. On sait que, en écoutant, tout est pratiquement au rouge. Vous avez dit que vous voulez lutter avec ceux qui veulent lutter pour inverser la tendance pour que le pays revienne à la normale. Alors, de manière concrète, quelles sont les actions que vous comptez mener dans cette lutte? Est-ce que ça sera juste une simple lutte par peut-être des mots, ou bien vous avez peut-être un programme bien structuré pour essayer de redresser où ça ne va pas? Merci. Merci beaucoup, notre ami de DRTV. Vous savez, dans ce jeu politique, nous ne nous situons pas dans l'échiquier de l'extrémisme. Nous sommes dans la construction.
Et cette construction, justement, nous amène à organiser des séances comme celle que nous tenons aujourd'hui pour dire notre pensée, notre vision sur la situation du pays, mais également conscientiser encore davantage le peuple parce que c'est de lui que sortira le changement. Et nous ne nous privons pas d'apporter des propositions que nous mettons sur la table. Évidemment, les autorités publiques peuvent exploiter. C'est déjà pour nous une contribution efficace. Mais nous voulons aller au-delà de ça. On ne s'arrêtera pas simplement à la seule rhétorique. Et je vous prends un témoin, dans les jours qui viennent, vous constaterez que notre présence sera beaucoup plus régulière et que d'ailleurs, ce n'est pas un scoop, hein, nous sommes en train de préparer notre arrivée à Brazzaville. Voilà, merci pour cette réponse. On reste toujours à Brazza en attendant que je vois notre ami Jean-Célestin en train de trépigner, il a sans doute quelque chose. On va repartir du côté de Brazza. Sébastien, un autre confrère, une consoeur qui veut interpeller le docteur Ngitoukoulou. Je suis Michel Atride du journal Le Nouveau Regard. À peine nous venons de fêter le 64e anniversaire de la proclamation de la République de notre pays. Le président de la République a fait usage d'un message. Est-ce que selon vous, ce message, vous êtes rassurant, comme le dit, que c'est un message de l'espoir pour le peuple congolais? Est-ce que vous partagez cet avis-là? Merci. Merci, Le Nouveau Regard. Mais évidemment, malheureusement pour moi, c'est un ancien regard sur ce message. Un ancien regard qui veut dire que notre pays, quoi que la propagande en dise, quoi que le politique veuille masquer la réalité par un mensonge tous les jours, le Congo va mal. Il va très mal. Et comme je l'ai dit dans le mot préliminaire, le Congo est une famille en crise d'autorité. Et c'est pour ça qu'il faut mobiliser toutes les énergies pour pouvoir remettre de l'ordre dans la maison. Écoutez, l'impression que m'a laissé cette palilalif présidentielle en guise de message à la nation et que malheureusement, avec tous les respects que je dois aux institutions et personnalités de notre pays, j'ai l'impression que le gouvernant n'a plus les pieds sur terre. J'ai l'impression que, avec des ornières et œillets autour des yeux, on ne voit plus la réalité. Le peuple souffre. Les hôpitaux sont en crise. L'inflation a laminé le pouvoir d'achat des citoyens. Les infrastructures routières pour lesquelles nous avons dépensé énormément d'argent, et d'ailleurs qui ne sont pas auditées, sont aujourd'hui en état de décrépitude. J'ai des larmes aux yeux quand je vois les populations de Mouhoumi et Filou subir des glissements de terrain avec des cadavres. Permettez-moi la lourdeur de l'information que je donne, mais vous la connaissez, vous la vivez tous les jours. Ils sont seuls à pouvoir chercher à sauver les populations qui sont dans cette situation, à sortir des décombres des cadavres, sans qu'une seule autorité publique ne soit à leur côté pour leur apporter réconfort.
Et comment voulez-vous que je puisse croire que le Congo va bien? C'est un grand mensonge. Lokuta monene, comme on dit. Voilà, on reste toujours à Brazzaville, mesdames, messieurs. Vous êtes bien sûr en direct dans le cadre d'un programme spécial en duplex, Brazza, Paris, puisque notre invité cet après-midi, c'est le docteur Marcel Nguetokoulou, président du Congrès du Peuple. On repart du côté de Brazza. À vous. Docteur, je reviens en fait. J'avais encore une volée de ma question, en fait, que vous avez suscité en répondant. Vous parlez de conscientiser le peuple. Alors, c'est vrai que vous allez, dans un avenir proche, venir à Brazzaville, mais en attendant que vous ne veniez, on sait que le taux de pénétration du numérique au Congo est vraiment très négligeable, très maigre, très infime. Alors, comment comptez-vous toucher ces cibles qui se trouvent ici au Congo? Est-ce par le numérique? J'ai parlé d'un taux de pénétration vraiment bas. Ça, c'est la première question. La deuxième question, toujours, qui va toujours dans le même sens à peu près. Quelles sont vos relations avec les membres de la diaspora congolaise en France ou en Europe? Est-ce que votre message passe? Vous faites déjà l'unanimité ou bien dites-nous un peu comment ça se passe. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, la conscientisation, vous avez raison, elle se fait à la fois, vous savez bien que le monde est aujourd'hui un petit village planétaire, ce n'est plus comme hier que les informations attendaient des semaines ou des mois pour être véhiculées. Donc, par le biais des réseaux sociaux, c'est déjà une porte ouverte à cette conscientisation populaire. Deuxièmement, et ça c'est le plus important, le contact avec la population qui est en train de s'établir avec nos équipes qui sont sur place est un support essentiel dans cette politique de conscientisation. Pourquoi la conscientisation? C'est parce que dans cette lutte ou ce combat pour le changement, j'ai identifié deux ennemis. Le premier ennemi, c'est l'autorité dissoute de l'État. Et le deuxième ennemi, c'est moi-même, c'est-à-dire le Congolais que je suis, de par mon comportement vis-à-vis des exigences étatiques, vis-à-vis des exigences morales. Et c'est pour ça que je demande une révolution des mentalités. Et c'est pour ça que je demande que les Congolais se remettent au travail, qu'on regarde différemment la relation entre nous et une autorité qui a explosé en vol de gouvernance. Donc, les équipes du Congrès du Peuple qui sont en place, qui vont au contact des populations, ne cessent de véhiculer ce message de prise de conscience qui est indispensable dans le maillon du changement pour la bonne espérance. Et par rapport à la question en rapport avec la diaspora, vous savez, la diaspora, c'est également, comme je le disais tout à l'heure, un problème de famille. Hein. On n'habite pas tous Paris, il y en a qui sont à Bordeaux, il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont à Londres. Dans la famille, chacun a ses points de vue. Mais au moins, nous gardons un élément essentiel qui fait le ciment, c'est la respectabilité. En tout cas, tous ceux qui sont dans ce schéma de la respectabilité, dans le schéma de dessiner un destin commun qui est partagé, et non de dessiner un destin individuel et égoïste, tout ce monde-là, bien entendu, a mon soutien et aura toujours un regard de bienveillance par rapport à l'ensemble des préoccupations qui sont les leurs vis-à-vis du Congo. C'est ainsi dire qu'il peut y avoir des problèmes dans une famille, mais dans une famille, les problèmes se règlent, on les met sur la table. Mais en vérité, je n'ai pas de problème particulier, à moins que certains en aient envers moi.
Voilà, on va juste reprendre la parole ici à Paris, à moins qu'il y ait un autre confrère de notre média sur place à Brazza qui voudrait intervenir. Sébastien, est-ce qu'il y a un confrère de notre média en attendant qu'on reprenne la parole ici à Paris? On peut la caméra, hein. On peut faire des attaques. Voilà, la caméra s'adapte toujours. Allez-y, vous avez la parole. Merci, je suis Bazin Mungu de l'hebdomadaire satirique Sel Piment, paraissant à Brazzaville. J'ai deux questions. Monsieur le Président, je voudrais savoir qu'est-ce que la diaspora qui est en France entend mener comme action auprès du président de la République Emmanuel Macron, le président de la République française Emmanuel Macron. Parce que jusque-là, nous faisons une conférence de presse en duplex, oui, mais nous aimerions aussi savoir si vous traduisez la réalité du Congo-Brazzaville auprès du président Emmanuel Macron, qui est censé être le président de la mère patrie qui nous a colonisés. Et aujourd'hui, nous sommes un pays indépendant, mais nous dépendons énormément de la France. Mais est-ce qu'au plan politique, vous avez déjà mené une action en direction du président Macron pour parler de la réalité du Congo? Première question. La deuxième question, c'est au sujet de votre critique du message du président de la République qu'il a prononcé le 28 novembre. Il a parlé des relations ou de l'accord entre le Congo et le Fonds monétaire international. Ce n'est pas pour la première fois que le Congo a signé avec le FMI. Ça remonte, si mes souvenirs sont bons, au plan quinquennal. Quel regard jetez-vous sur ces accords entre le Congo et le FMI? Merci. Merci beaucoup. Vous avez mis du sel et du piment, c'est très bien. Je ne sais si on pourra ingurgiter, mais enfin, ça va faire un peu mal à l'estomac, c'est pas grave. Par rapport à votre premier questionnement, je vais être clair avec vous. La diaspora n'est pas un parti politique. La diaspora, elle est plurielle, elle est hétérogène, limite même hétéroclite. Et donc, je ne peux me permettre de parler au nom de la diaspora parce que je n'en suis pas le porte-parole. Et elle n'a pas de porte-parole non plus, parce qu'elle n'est pas organisée comme force politique. Mais c'est un ensemble de concitoyens avec lesquels on peut échanger, avec lesquels nous échangeons sur la situation du pays. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à tous ceux qui, dans la diaspora, se mobilisent pour faire connaître à l'opinion française, internationale, et même à renchérir sur la conscientisation des Congolais que le Congo est un pays, malheureusement, qui va mal et même très mal, qui a du mal à gérer toutes les crises qui s'entassent sur son territoire. Ça, c'est le premier volet de ma réponse. Je ne suis pas porte-parole de la diaspora. Je n'ai pas été chargé de parler de ses opinions aux Congolais. Chaque membre de la diaspora qui veut s'exprimer, il en a l'entière liberté et c'est la démocratie. Deuxièmement, c'est le volet qui m'inquiète. De penser que parce que la France a été, comme vous l'avez appelé, la mère patrie, alors, pour qu'il y ait changement dans notre pays, il va falloir qu'on aille demander autorisation à M. Macron. Je suis désolé. Ce regard ne nous permettra jamais d'atteindre l'objectif du changement. Il faut identifier le pourquoi du comment du changement. Moi, je l'ai fait. Je vous ai dit, j'ai deux ennemis. L'autorité dissolue de l'État, donc il faut faire un travail là-dessus.
Mais le seul travail qu'il y a, c'est refonder l'état de droit. Mais avec qui refonder l'état de droit? Ce n'est certainement pas avec un passé qu'on va recréer un état neuf. On va avancer vers d'autres cieux. Et deuxièmement, M. Macron, avec tout le respect que j'ai pour l'État français, n'a rien à dire sur la gestion des affaires publiques de l'État congolais, officiellement. Mais tout le monde le sait, que la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts à défendre. Et pourquoi vouliez-vous que j'aille exposer mes problèmes de famille en dehors de ma famille, alors que j'ai un chef de famille avec lequel on peut s'asseoir, discuter et trouver des solutions aux problèmes qui incombent à notre famille. Donc voilà un peu ce que je peux vous apporter comme élément d'appréciation par rapport aux deux volets de votre question. Merci Brazzaville. Alors, je vois Sébastien qui voudrait. Alors, on va rester à Brazzaville. Jean-Célestin, on va encore rester à Brazzaville. Alors, Brazza? Une en français et une en Kitouba. Président, merci, je reviens à la charge. Voilà, est-ce que vous pouvez juste régler la caméra, s'il vous plaît? Voilà, du côté de Brazza. Merci. Merci. Président, merci, je reviens à vous. Dans votre mot liminaire, vous avez parlé de crise sécuritaire. Apparemment, vous voulez faire allusion récemment à l'arrestation de Destin Gabet. Et à ce sujet, qu'est-ce que vous répondez? Et la deuxième, vous qui êtes là en France, je ne sais pas quel rapport vous avez entre les Clément Mirassa et les Mathias Nzon, qui sont également du côté de l'opposition. Merci. Oui, je voulais faire allusion justement à l'arrestation de M. Gabet, mais pas que. Il y a une jeune fille, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. Madame Moulunda. Madame Moulunda, qui avait été emprisonnée pendant 2 ou 3 ans. Chancel Moulunda. Cette jeune dame, Chancel Moulunda, emprisonnée 2 ans pour des raisons connues de personne, est libérée sans procès. Comment vous expliquez ça? Si ce n'est de l'excès de zèle et de l'autoritarisme. Et ça ne rassérène pas les relations ou les liens entre l'autorité politique et la population. Ça détériore la qualité de ces relations. Ça détruit la confiance que l'on pouvait faire à l'autorité politique. Et c'est pour ça que je disais, avec ces comportements, on ne peut pas croire qu'on soit en immersion avec son peuple. Écoutez, alors on va renverser la table. Je vous propose une idée simple et vous allez voir que le public congolais adorerait, surtout pour ceux qui sont à la télé. Mettez sur pied une sorte de télé-réalité congolaise, Vie ma vie. Demandez à un homme politique pendant au moins 24 heures simplement de laisser tomber sa voiture, de laisser tomber son salaire, de vivre en dehors de son logement habituel, de prendre la place d'un logement en ville, et vous allez voir ce que ça va donner. Si ces messieurs sont sincères avec le peuple congolais, ils devraient le faire. Quand vous prenez un ministre tel qu'il se présente à vous, j'ai dit on va renverser la table, on y va direct. Il a sur lui au moins 5 millions de francs, et rien que en vêtements. Pendant que le peuple, lui, est obligé d'aller chercher à la friperie une chemise, un pantalon, une vieille cravate et même les chaussures. Pour certains, les sous-vêtements. Et vous trouvez ça normal? Ce n'est pas normal du tout. En période
de crise économique, des mesures doivent être prises pour baisser le coût de la vie de l'État, de façon à faire des économies substantielles. Combien de conseillers il y a dans ces cabinets ministériels? Quand le ministre voyage, il s'envole avec tous ses conseillers. Ce sont des moyens d'évasion de fonds qui rentrent dans le cadre de l'État néo-patrimonial, donc les courtisans. Quand vous avez un pays dans lequel le ministre touche autant de sommes de CFA que vous connaissez, et que d'autre part, les citoyens souffrent, que la crise économique sévit, que le Fonds monétaire international nous appelle à réduire nos dépenses. Et vous pensez qu'il ne viendrait pas à l'idée, à nos gouvernants, de faire un sacrifice en se délestant d'un pourcentage de leur salaire pour réalimenter les caisses publiques, y compris les députés, les maires, etc. Le jeune capitaine du Burkina Faso vient de le faire. Et pourquoi nous, on ne montrerait pas l'exemple? Et tout ça pour dire quoi? Pour dire que, malheureusement, des mesures qui devaient être prises pour contenir la crise ne le sont pas. Et que, malgré la perfusion du Fonds monétaire international, je parie que dans quelques années, nous retomberons dans les mêmes travers parce que nous n'avons pas diversifié notre économie, parce que nous n'avons pas pris le soin de revoir notre système de circulation financière au niveau du trésor public. Il y a toujours trop d'argent liquide qui circule. Moi, ce que j'aimerais, et c'est une proposition encore, puisque je n'en suis pas restrictif, c'est que, en se regardant en face, politique et politique, qu'on mette fin à tous ces salaires fonctionnels, ce que j'appelle moi la démonétisation de la vie publique, de la vie politique, qu'on demande à ceux qui occupent des postes de responsabilité d'être rémunérés sur la base de leur carrière, de leur profession. Pourquoi voulez-vous que les députés dans un pays comme le nôtre puissent avoir autant de salaires? Pour quel travail? Quelles sont les lois qui ont été votées par ces derniers? Quelles sont les dispositions législatives aujourd'hui qui sont dénommées loi Intel, loi Tartampion? Il faut aller les chercher. Mais pendant ce temps, ils ont de l'argent à flot. Ils ont même oublié qu'ils sont là pour édicter les lois, pour suivre les lois, pour censurer le gouvernant. Mais on les voit tous en train d'ériger des passerelles ou des ponts, mais ce n'est pas le travail d'un député. On va aussi aborder un deuxième volet dans la question, c'est d'abord vos relations avec les partis politiques qui sont sur place au Congo. On a cité deux personnalités, Mathias Nzon et Clément Mirassa, il y en a bien sûr d'autres aujourd'hui. Quelles sont les relations du Congrès du peuple avec l'opposition locale? Les relations avec mes frères congolais qui sont dans l'opposition, pas que, sont au beau fixe. Vous savez, en politique, on n'est pas ennemis, on est adversaires. Et dans l'opposition, nous ne sommes pas adversaires, nous sommes complémentaires. Et tenez, je pense que je ne trahirai pas la pensée de personne, puisque si je dis que nos relations sont au beau fixe, vous allez me dire oui, c'est de la formule. Mais en vérité, je venais assez récemment, puisqu'on a entretient de bons rapports avec le Front de l'opposition congolaise, de Clément Mirassa, je venais de faire une proposition. Tout ça dans le cadre du rassemblement des forces, dans le cadre de la recherche des voies et moyens pour redonner de la vie et de la force à cette opposition congolaise,
de façon à être beaucoup plus audible et à mettre en commun les moyens que nous avons pour lutter. La proposition que j'ai faite, c'est, j'ai écrit officiellement aux différentes tendances que sont l'IDC, que sont le FROCAD, que sont J3M et l'entité mère, le Front de l'opposition congolaise. J'ai écrit officiellement à toutes ces entités pour que nous puissions organiser une université patriotique de l'opposition congolaise pour débattre de la situation du pays de façon à écouter, à entendre les uns et les autres dans leur vision du pays et leurs propositions pour sortir du marasme dans lequel nous sommes englués aujourd'hui. Et nous attendons là donc de mettre sur pied toutes les modalités. Et d'ailleurs, je pense que nos amis qui sont à Brazzaville aujourd'hui et vous serez encore mis à contribution parce que ça se passera aujourd'hui comme ça se passe aujourd'hui sous forme de visioconférence hybride entre la France et Brazzaville, mais ça sera un forum de l'opposition congolaise et même patriotique, puisque à ce forum, je souhaite inviter également la société civile, puisqu'elle a son mot à dire dans la gestion du pays. J'aimerais associer également les confessions religieuses, en tout cas toutes les forces patriotiques du pays qui ont quelque chose, tant soit peu, à mettre sur la table pour construire une véritable alternative dans le pays, parce qu'elle urge. Alors, est-ce qu'on sera là au premier trimestre 2023 ou bien... Ah non, ça va se passer très probablement dans le premier trimestre de l'année. Voilà. On va juste prendre une voyez question donc, voyez donc que ne nous cherchez pas des noises, on travaille, nous sommes complémentaires et que petit à petit, l'oiseau va faire son nid, que nous allons tisser une véritable toile d'araignée. Et vous savez, quand l'araignée tisse sa toile, elle en sert. Hein. Voilà. On va prendre une dernière question, pardon, surtout en langue nationale, puisque ce sera une première. Voilà, une première question en langue nationale du côté de Brazzaville. Sébastien. La question des boucles, voilà. La série des questions. Ok, matondo mingi président. Mukanisati ngeke na kuwa beto mbote bayina lumputo bame kuzonza awa beto bivutuka na bwala. Atako ngeke kuna na mputu mikasibetu na Brazzaville wa bindingi betu betuke salilaka. Na kati ya diskuri yange president ngemezonza mambo mingi mekutadila luzingu ya bana ya inchi ya Kongo. Na kati kuna ngemetubila mingi mambo mekutadila kudia ya bana ya inchi. Agriculture, kutala pe mambo ya mavimpi kanave la santé kena kutambula be. Mutindu ngekele president ya palati ya nene na inchi ya beto Kongo. Na ba mambo nyoso tu ina ba Kongole kena kubwabana na yao. Yiki ngezo la sala pe contribution yange kele yiki. Ina question ya ntete, question ya zoli. Na kilumbu ya 28 novembre, président de la République yande salaka discours na ntwala ya bana ya inchi. Na discours ina na ba mambo nyoso yande mezabisa. Nge waka yao mbote de banzange kele yiki. Matondo mingi. Mukele Armel Mambo, journaliste à Radio Liberté. Matondo mingi pangi ya munu ya Radio Liberté. Mumeku sepela na bamituna yange samuti ngeme kupesa munu depuis tama occasion ya kuzonza na ndinga ya bwala na bapangi ya munu na Congo. Na question yange ya tete, kiufu yange ya tete, na mampu ya mavimpi to na mampu ya batukolo, muzola tuba piliai. Bole ya beto kele na bafumu. Bole ya beto me kupesaka yao na maboko ya bantu ina betu me kuzona na bauti bubu ya ibet mbaka kifumu
kanzi beno kukipe beto me ba me kuzimba na beto ya ba okisalu kudia. Quand on serre la ceinture par ici, donc la population, et de l'autre côté, les autorités s'engraissent. Naba mvula mekuluta mukanisa que mingi na Congo mekuzaba yao na fondation ya munu fondation Dr Marcel Ngitukulu betu vana kwiza kupesa lusalusu ya nene na bana ya Congo betu vana kusala betu vana mesala lukolo ya informatique na Ndona Mari betu vana me réhabiliter jardin d'enfants na Filou Mouvanda me kwisa imvu na l'hôpital militaire na bampangi ya munu ba médecin mouvanda kunata ko katika na mputu bipet vada kukwiza mutu na mutu ke kufuta tike ya yandi mutu na mutu ke kufuta hotel ya yandi si na ke luzolo samu na bola ve iki pake pokila luzolo me kisalu ina na bilumbu ke kwisa na bangonda ke kwisa na bamvula ke kwisa beto ke kulanda yao parce que beto me kutala que boala me kupitakana ya ke tambula mbote we kan simuzola tuba piliai ba chinois bampangi beto ba chinois tuzonzaka mbote nge pesa muntu mayele ya kukwenda sosa mbisi na masa to au lieu de kuza kupesa yani mbisi tous les jours. Parce que il faut que beto ba congolais kuzaba que ce n'est pas dans l'assistanat que beto kumani sa bampasi ya beto. C'est parce que beto ke ku kota na kisalu que beto ke ku zangula nkita ya bola ya beto. Voilà ce que je pouvais répondre sans mon question en tête. Question ya zole ya mana maison za mampu ya yangu wana maison za mambu na metala mambu mfumu ya bola mekuza kuzote voilà c'est ça discours ya mambu mfumu ya bola kuza kuzote oui ngi banza yangi kele hiki mukena luzito mingi samu na bafumu ya bola kasi samu na diambu ina yame kumondire liseki yake luvunu ya nene bale mvokila munu me mule na kubumba santima ya munu be yake luvunu ya nene beni musi mekuza kuzonza lupitalo ke tambula be beni musi mekuza kuzonza lukolo ke tambula be beni musi ketala na mizaka ya bafumu na bapasi ke na benu samu na kuzwa ata chemise ata pantalon ata dipap mais nyonso ina bake kuzonda na beto que non ici ki tambula bien mais babantu na kena kufua na l'hôpital parce que mbongo ya kuzwa lusalusu keleve bake konte keve aujourd'hui même na kati ya lufa beto mekuma na inégalité nani meza avec na Brazzaville ou na le Congo ya beto ba famille kaka ke kwenda kulaba vumbi ya pangi ya bao na pipa parce que bake na moyen ya kufuta l'hôpital ya kufuta la morgue nani meza babe yao est-ce que yina bafumu ya bola wame kuzimba na yao bilungu nyonso tango ni tango bake kusala beto ba discours bake kuzonda na beto agriculture priorité lufunu bake kuzonda na beto santé pour tous lufunu bake kuzonda ça y est beto mekuma na kimvoma ya nene beto mekubumba 14 milliards na banque samu na babani ya beto ke prise na manima lufunu bubu yai isi mekota na pasi mbongo ina beto na kutela ve yao beto ke na kusosa ko mbongo ina kufutuka na bola wala pangi ya munu di banza ya mfunu wana na munu na kati ya ntima bakulemvo kila munu memuke na kuzondaka ka mambo ya makerika muke na kufinga mutu ve muke na kuzonda mambo ya kerika si ba mbongo ina kele bakuvutula na kesi si ya vanda luvunu peuple yani kuzaba ku ya vanda luvunu si ya kwendaka na baisi ya kaka benta la bubu yai
Mwe kwenda tete kupema na Putu. Ah, mwe kwenda tete kupema na Dubai. Ah, mwe sala tour na Canada. Mais banjetelo ina. Yakele banjetelo parce que bampangi ya betu bame kusalaka, bame kutungaka babwala yaba. Ben kubaka na Dubai kuna. Mais il y a vada façon philo, mais la bamvula makumizoli 20 ans. Bame kuiza kutunga bwala insi ya mvimba kena kusosa kukwenda. Mais ya betu kaka kukwenda kugaspiller bambongo olio ko betu kutunga na kote ya betu. Mpila mosi bayankaka mpe kukwiza na kote ya betu et ya kusala économie ya tourisme na bwala. Voilà diambo vanana munu samu na discours ya fumu ya bwala. Et puis muzula kulanda diambo mosi. Fumu ya bwala me kuzuna que ça y est, le 28 novembre, il y a même comme mpila mosi kilumbu ya férié, samu na kufete proclamation d'indépendance. Ah, yango il y a république. Il y a république. Yango bwala yango kaka fete na fete. Ata mutre kuzunda que bubiai betke nampasi bet kutal tete. Peut-être bambongi na bezola kusala ba fete. Ata avant la fête ya indépendance. Ata avant la fête ya proclamation ya république. Bambongo ina beto ole betsala ba fête beto ku diriger ya ou na ba programmes sociaux. Ya kivana kimamosi ya mfumu ya mbote. Samu na bana bwana. Bubu ya ba fête kena kukuizaka. Noël, bonne année. Bayankaka kena kima ve ya kudia. Est-ce que muntu me kuzonda que non? Beto kupesa ata moi chèque na ba congolais yini kena kati ya mpasi bambuta muntu bana kena bakibokila les enfants de la rue diambo ina ikeleve kaka na kati ya mituka nene kukwenda kusosa gloire na kati ya bakati na kati ya babwala ina ke diambo ya mbotebe. D'ailleurs, j'ai une proposition à faire dans ce sens-là que j'allais oublier, permettez-moi une seconde. En tout cas, moi, dans le cadre de mes propositions, d'ailleurs je les mets sur la table. Hein. Anti-Congo, docteur. Mukena proposition moi aussi, il y a kuzonza que Bubiai betke kutekisa pétrole, betke kutekisa ka diamant, betke kutekisa ka bainti. Muzola que mbasi na kati ya mbongo kikotaka parce que betu mekutekisa diamant, betu mekutekisa pétrole, parce que betu mekutekisa iti baiti. Bet kukatula mwa pourcentage yina samu na kupesa ntangu ni ntangu imvuke kumanisa ba me kusala ba konti ya leta bet kukatula mwa ndambu ya pourcentage na bénéfice bet me kusala samu na kupesa na baina ke na kati ya mpashi. Voilà la proposition que Ngitukulu met sur la table. La redistribution des bénéfices sur les industries extractives. Je ne sais. Je ne sais. Mais l'Isungi, c'est une fondation, ce n'est pas l'État. Je parle de l'État congolais qui doit pouvoir redistribuer sa richesse. C'est une façon de le dire. Puisque sur le plan de la redistribution en termes d'infrastructures ou d'œuvres sociales, on n'y arrive pas, on ne le fait pas. Pourquoi? Mais je serais très content de recevoir un chèque d'Y% et fier de savoir que Y% proviennent des industries extractives de mon pays. Donc on a pensé à moi. Et donc, je soutiens le pays, je soutiens le gouvernement. Mais tant qu'il n'y a pas ça, quand le peuple serre la ceinture, les gouvernants s'engraissent. Et d'ailleurs, il faut voir un peu la morphologie de certains. Alors, on va repartir à Brazza. Jean-Célestin, je sais qu'on n'a pas encore abordé le volet international. Non, passe. C'est très, très vite. Oui. Avant, juste, je vois Sébastien qui est déjà là. Sébastien, est-ce une autre question en langue nationale? Est-ce que cette fois-ci, te Kodjama Motuna la Lingala, Sébastien? Non, je pense que c'était la dernière question qui nous bat.
C'était la dernière question, effectivement, qui boucle la série de questions à Bras. Très bien. Alors, donc, on va juste reprendre la main du côté de Paris. Restez toujours là, puisque on vous donnera aussi pour le mot de la fin. Docteur, on parlera un peu en lingala. Je vais lui poser une question en lingala, même si mon lingala un peu n'est plus très académique, mais on va se débrouiller. Alors, Jean-Célestin, il est important aujourd'hui d'aborder ce volet international parce que vouloir penser le Congo, le docteur l'a dit tout à l'heure, le Congo n'est plus, le monde est un petit village aujourd'hui et on ne peut pas penser le Congo sans voir aussi autour du Congo la situation et ce qui s'y passe en ce moment. Effectivement, Cyr, mais avant d'arriver à ce volet international, je voudrais juste poser une première question sur ce que le président a dit pratiquement tout au long de son intervention, y compris en répondant aux questions d'ailleurs. Ce décalage qui semble poindre et qui est une réalité entre les gouvernants et les gouvernés. On a l'impression, il a dit avec sa formule que je ferais bien volontiers mienne, quand les gouvernés serrent la ceinture, les gouvernants, eux, s'engraissent. Est-ce que l'une des raisons de ce décalage n'est pas le fait que dans un continent comme l'Afrique, et a fortiori le Congo qui fait partie de l'Afrique, la population est majoritairement jeune. C'est-à-dire, quand on regarde bien la composition démographique, sociologique et démographique, on se rend compte que les moins de 25 ans sont 66 à 70% de la population. Les moins de 30 ans sont pratiquement autour de 65-70%. Mais quand on regarde ceux qui gouvernent, majoritairement, ils ont 3, 4, 5, 6 fois plus cet âge-là. Et il peut être normal, quelque part, que les désirs de ceux qui gouvernent et les réalités de ceux qui sont gouvernés ne soient pas les mêmes. Est-ce que ce n'est pas une des raisons? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, on situe ça dans le contexte africain maintenant pour aller à l'échelle internationale. Comment est-ce que cette population africaine qui est extrêmement jeune peut permettre à ce continent de mieux préparer ce nouveau monde qui est en train de naître, en fait, qui est en gestation dans cette guerre russo-ukrainienne? On est à peu près sûr que le monde ne sera plus jamais le même. Est-ce que l'Afrique, grâce à sa jeunesse notamment, pourra mieux s'arrimer à ce nouveau monde? Voilà les deux questions. La première question, je ne pense pas que nous mettions sur la table publique la question du jeunisme. Pourquoi? Parce qu'on voit très bien que même les plus jeunes qui sont cooptés dans les systèmes qui gouvernent aujourd'hui dans nos pays sont parfois même pires dans leur comportement que ces anciens qui sont là depuis des années, et tout ça malgré leurs défauts. Je ne défends pas ces anciens, mais on se rend compte que même la nouvelle classe politique la plus jeune, elle est beaucoup plus, si vous voulez, agressive dans les antivaleurs que certains anciens. Donc, c'est plutôt une question de mentalité et d'exemple. Aujourd'hui, comme je disais, le chef de famille, il doit gérer avec fermeté, empathie et bienveillance sa famille pour donner l'exemple, devenir le phare. Or, s'il y a cette mémole du chef de famille, il y a une crise d'autorité dans la famille. Le résultat, c'est que c'est la débandade. Chacun essaye de s'en sortir comme il peut. Mais j'ai une honte effarante lorsque je vais sur les réseaux sociaux et que je vois le comportement des jeunes ministres congolais qui ont perdu l'éthique, qui ne se mettent pas en mémoire, qu'ils ne sont pas griots du système, mais qu'ils sont plutôt responsables et attendus aux résultats. Mais diacre, ils doivent faire preuve d'épaisseur. Et lorsque les plus jeunes voient ça, c'est un mauvais exemple qu'ils prennent. Ils pensent que, à la place du travail, la meilleure façon de se bâtir une vie, c'est d'aller en politique. Et d'ailleurs, on l'a vu, l'engouement des jeunes pendant l'élection législative qui s'est déroulée il y a quelques mois à Brazzaville. Mais cet engouement des jeunes
mais c'est aussi un engouement qui est parfois poussé par les parents qui essayent de coopter leur progéniture en transformant le pays et l'État en une sorte de clan familial qu'ils doivent gouverner ad vitam aeternam. Mais cela doit s'arrêter, ça suffit. Mais franchement, ça suffit. Et je ne sais s'ils rendent service à leur progéniture en procédant de la sorte. Pourquoi? Parce que les choses ne sont pas éternelles. Et si ces jeunes n'ont pas eu une culture de l'entreprise, n'ont pas eu une culture du travail, que deviendront-ils? Le deuxième volet, en rapport avec les changements que nous connaissons aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas que le monde ne sera plus le même, il n'est déjà plus le même. Ceux qui ont connu la guerre froide, ils savent très bien que nous sommes retombés dans les travers de cette coexistence politique de l'époque. Et même, en poussant le regard beaucoup plus loin, on risque d'aller plus loin que ce qu'a été la guerre froide. Parce qu'il y a plusieurs enjeux qui, pour la plupart, sont des enjeux financiers. La mondialisation, elle est agressive. C'est à l'Afrique de trouver sa place. Nous avons la question alimentaire. On nous a dit l'Afrique va mourir de faim parce qu'il manque du blé. Ça me surprend. Nous avons plein de céréales dans nos pays, le mil, le sorgho, le riz, le maïs, et nous sommes incapables d'en faire des farines pour nourrir nos populations et nos bêtes. Ça, c'est de l'irresponsabilité structurelle entretenue par ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Il faut changer de paradigme. Il faut se dire, c'est le moment de montrer que l'Afrique ne peut pas rester l'éternel continent assisté, que l'Afrique peut également devenir ce continent-là avec lequel la mondialisation doit compter, le monde doit compter, parce qu'elle peut produire, parce qu'elle peut s'industrialiser, parce qu'elle peut transformer sur place et participer de manière quasi équitable au commerce international. Alors, docteur Guy Tukolo, on vous a entendu parler de beaucoup de choses. Moi, je vais peut-être me permettre de vous interpeller en lingala, docteur Olobi Makambo Bele. Mais toyoki yote ulobela basi. Yo oyokaki na mboka bavotaki lwa moko babengaka lwa moebara pour protéger basi par rapport à ce qu'on appelle les violences conjugales ou familiales. Quel est pour nayo et si kanini okotia mwasi ya Congo par rapport na projet na yo oyolingi Congo et bonga basi bakosala likambo nini bakozalaka na cuisine bakozalaka kobina ntango yo okoyaka papa mokonzi ye babinaka ou bien okotia basi place nini oyo babi mpe likanisi na yo na loi mo ebala na seki moke po motuna wana eza na nzela nayebi malamu ke bandeko na ngai bakongole mpona likambo ya basi eza likambo nene ntango mosusu akobeta lokolo na gauche ntango mosusu akobeta lokolo na droite kasi akozoka na ndako na okende na nzela wana te nalobaki sika ke soki bapesi yo mokumba otonga ekolo okokumba mokumba yango ndenge bakumbaka famille. Mais na kati ya famille nani asimbi libota? Papa d'accord, mais maman nde ye moto asimbi libota. Okomona mwana akobanga koloba na tata likambo ya siki eza na ye. Kasi po ekoma epa ya tata na ye akoleka sima ya mama na ye akoloba ke mama nga na lingi likambo boye okoki koloba na papa. Donc il faut toyeba que mwasi azali mokonzi monene na kati ya libota. E na kati ya mboka pe na lingi ezala ndenge wana. Nga lelo soki bopesi ngai mokumba ya kotunga mboka oyo
na base qui na kati ya gouvernement na ngai lobby basi bakozala ebele po na yebi ete mwasi soki opesi ye mission akokumba yango na ndenge elongobali wana likambo ya beso. Donc mwasi akozala na ebonga moko ya makasi. Natondi yo mpe mpona motuna wana po ete likambo moko esala nga motema pasi. Namoni mpe nayoki na mboka ndenge nini bato bazali na bizaleli ya mabe esongo na basi. Nakopesa ndakisa okende na université, okende na ba lycée, na ba collège, okomona bato baye bapesi mokumba po balakisa bana na biso mikanda, po bana na biso ya basi bakoma pe bato bango nde bakonyokolo bango, bakoluka tango iso mwana mwasi apesa ye nzoto na ye. Mais oyo likambo nini? Bana ebele bandeko na biso ya basi ebele na ba université, na ba lycée, na ba collège batiki mikanda mpona likambo wana. Nalingi mpe bakonzi batala likambo yango malamu, bapesa ebonga oyo elongobani na genre féminin, topesa bango limemia, respect, topesa bango pe batoli tango mosusu. Okomona bakoluka bafiti-fiti, bantuntu la mode, bambape, oyo ezaleli nini? Oyo ezaleli nini? Yango wana nalobi te ngai nde soki bakongole bapesi ngai mokumba wana mwasi tokotombola ye na ndenge elongobali. Voilà donc, chers amis, nous arrivons quasiment à la fin de cet échange. On va peut-être repartir du côté de Brazza. Sébastien, voilà, on a perdu un peu Brazza. Je pense qu'on va le récupérer dans quelques instants. Mesdames et messieurs, RSC en direct. Vous suivez en ce moment la conférence de presse du docteur Marcel Ngitoukulu, qui est le président du Congrès du Peuple, parti de l'opposition congolaise. C'est une conférence de presse qui est en duplex entre Paris et Brazza. Nous l'animons ici à Paris avec donc mon confrère Jean-Célestin Edzangé de New Africa 24 et en même temps moi-même Sirma Kosso de Ziana TV. Nous allons bientôt arriver à la fin, docteur Ngitoukulu. J'espère que nous arriverons au niveau de la régie, que tout ça fait pour récupérer Brazzaville afin de terminer. Alors Jean-Célestin, Jean-Célestin, nous arrivons à la fin de cet échange. Sans doute un petit mot avant qu'on donne la parole au docteur Ngitoukulu pour conclure. Moi, je pense que ça a été un échange plutôt intéressant parce que les questions ont fusé, j'allais dire, de toutes parts. Et je pense que bon, le fait qu'on soit en duplex avec Brazzaville, ça a été une grande première qui mériterait d'être renouvelée. Voilà. Merci au docteur. Donc, on ne nous accusera pas, nous, la diaspora, d'être déconnectés. Ah, c'est qu'on peut dire les choses. Alors, on va repartir à Brazza. Sébastien, est-ce que, voilà, donc, on a perdu Brazza, sans doute. Voilà, mesdames et messieurs, ce sont les aléas du direct. Alors, docteur Ngitoukulu, nous arrivons à la fin de cet échange. C'est une première que vous avez réalisée. C'est une expérience pour nous aussi. Je pense que Jean-Célestin l'a souligné et pour nous-mêmes, Diana TV. C'est vrai que nous sommes habitués à cet exercice de faire des lives, mais jusqu'à maintenant, on n'avait pas eu l'opportunité d'être en duplex directement et pour permettre à ce que techniquement cela soit fait. Merci à vous d'avoir voulu que ce soit fait et que vous ayez choisi Diana TV pour la réalisation. Voilà, je voudrais vous donner la parole pour le mot de la fin. Et sans doute, par rapport à ceux qui nous suivent en ce moment, je sais qu'ils sont nombreux, ils sont sans doute frustrés puisque leurs questions ou interpellations n'ont pas été relayées, mais je pense que nous aurons d'autres occasions pour revenir directement par rapport à ceux qui sont en ce moment en ligne et qui vous suivent, docteur Marcel Ngitoukulu. Écoutez, il ne me reste plus qu'à remercier l'aéropage des journalistes qui a bien voulu inaugurer cette grande première. Et je pense que de telles séances vont, heureusement pour les Congolais, heureusement pour le pays, se multiplier pour ne plus que le monopole appartienne à un seul camp. Deuxièmement,
Avant de terminer, j'aimerais récapituler un peu les points que je trouve essentiels et les appuyer par des propositions concrètes. Nous avons demandé dans le cadre de la crise économique que le Fonds monétaire n'est pas notre tasse de thé. Nous demandons que les 14 000 milliards soient reversés dans les caisses du Trésor public, de façon à juguler définitivement la crise, que d'endetter le pays éternellement. Deuxièmement, nous demandons à l'État congolais, en tout cas si l'État ne le fait pas, ça fait partie de nos propositions, de notre vision pour le pays, que les Congolais puissent bénéficier d'une redistribution des bénéfices sur toutes nos industries extractives. Sur le plan de la gestion du personnel politique, nous nous prononçons pour le dégraissage du mammouth. Le pléthore dans les cabinets ministériels, les salaires qui ne sont pas justifiés, nous demandons qu'il y ait une démonétisation de la politique. Chacun doit être payé par rapport à sa qualification professionnelle. C'est ça qui fait que les jeunes soient attirés par la politique au détriment de la formation professionnelle ou de la formation intellectuelle, parce qu'ils se disent « je vais rapidement gravir les échelons ». Il y en a qui font les pieds et deux mains pour y accéder, qui se limitent au niveau BPC, au niveau bac, mais parce que poussés par cet appât du gain facile, ils se jettent dans les bras de la politique. Donc, nous sommes pour qu'il y ait une démonétisation de la fonction publique, de la fonction politique, que les salaires fonctionnels qu'on alloue aux députés soient revus à la baisse, sinon carrément mis de côté. Bien sûr que ça ne fera plaisir à personne, mais si on veut relever ce pays, c'est comme ça. Quatrièmement, il faut reformer l'administration publique, l'administration financière. Il y a trop d'argent liquide qui circule dans le pays. Il faut ramener l'argent dans les caisses de l'État. Quand on assure une mission d'État, on n'est pas obligé d'aller avec de l'argent liquide. Il y a des jeux d'écriture qui existent. Et qu'il y ait un contrôle qui soit exercé pour limiter la corruption. Enfin, nous sommes dans une dynamique de conscientisation de la population congolaise. Donc, nous sommes dans une dynamique constructive. Nous ne sommes agressifs envers personne. Tout ce que nous voulons, c'est d'établir un flux positif dans le pays pour que, enfin, toutes les souffrances que nous connaissons aujourd'hui, tout ce que le peuple congolais supporte aujourd'hui, ce pour lequel ce peuple est dans la résignation perpétuelle, puisse être solutionné et au plaisir de tout le monde, qui sera partagé dans la construction d'un état de droit, dans la construction d'un vivre ensemble et dans la solidarité pour une émancipation partagée. Merci pour ce mot de la fin, docteur Marcel Ngitoukulu. Merci à l'équipe technique, à la régie assurée par Anthony Mouyongi. J'aimerais remercier l'équipe autour de docteur Marcel Ngitoukulu qui a facilité, je dirais, cet entretien. J'aimerais aussi vous remercier, vous, mesdames et messieurs, qui avez pris le temps de suivre cette première duplex Paris-Brazza. Bien sûr, on a eu quelques difficultés avec Brazzaville, mais enfin, tout a été fait et tout s'est très bien passé. J'aimerais avant tout vous souhaiter, pour ceux qui nous suivent et qui ont eu le temps de suivre ce programme, un très bon week-end là où vous êtes, en vous souhaitant de passer de bonnes fêtes. Nos programmes continuent. Nous serons encore là sans doute, le docteur Marcel vous l'a dit, qu'il y aura sans doute de nouvelles expériences à faire et sans doute à refaire. Merci encore à vous, docteur. Je vous remercie. Merci, Jean-Célestin. Merci, Sire. Merci beaucoup. Voilà, un grand merci à Sébastien qui a géré du côté de Brazza, aux confrères qui y étaient. Merci à vous tous qui avez pris le temps. Portez-vous bien et on se retrouve la prochaine fois.